Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de gestes qui va commencer dans quelques instants. Nous allons attendre quelques minutes, une ou deux, pas bien plus, le temps que tout le monde se connecte et soit confortablement installé pour ce webinaire consacré aujourd'hui au mois sans tabac et aux démarches d'arrêt de tabac. Soyez les bienvenus. On attend environ 80 personnes ce matin. Donc, on va attendre quelques instants de voir arriver tout le monde. Alors, 10 heures, hein, c'est l'heure du café clope. Mais ce sera sans cigarette ce matin, évidemment. Soyez tous les bienvenus. On va rapidement commencer ce webinaire qui vous est aujourd'hui proposé par Grand Est Santé Travail avec des partenaires que je vais prendre le soin de vous présenter. Eh bien, écoutez, en Alsace, on respecte l'heure. Donc, je vous propose de commencer. Alors, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et soyez tous les bienvenus. Nous sommes aujourd'hui le 18 novembre 2021 et il ne vous aura pas échappé que le Beaujolais coule à flot en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, ce webinaire aujourd'hui vous est proposé par GEST. GEST, c'est l'Association régionale des services de santé au travail qui rassemble une vingtaine de services de santé au travail. Et aujourd'hui, ce webinaire est consacré à l'arrêt du tabac dans le cadre du mois sans tabac. Je vais commencer par vous présenter nos intervenants. Je vais commencer par Frédéric Gallois, qui est psychologue du travail au STSA à Mulhouse. Dr François Bisweiss, qui est médecin du travail au CIST Centre-Alsace à Colmar et également tabacologue. Céline Stresser, qui est chargée de mission information prévention à l'association CIR2D Alsace. Et puis en back-office sont avec nous également Catherine Heurt, qui est chargée de prévention à la Ligue contre le cancer, et Julien Vaudeville, qui est infirmier santé-travail à EPSAT-Vosges et qui nous rejoindront pour la deuxième partie de cet événement qui sera animé sous forme de table ronde. Ce qui est un petit peu la particularité de ce matin, c'est qu'on est une partie en webinaire et une partie en table ronde. Et quant à moi, je suis Gaëlle Faure, responsable communication à Alsace Santé Travail à Strasbourg. Alors, vous avez l'habitude maintenant, ça fait presque 2 ans qu'on anime beaucoup de webinaires en prévention et de partout dans tous les domaines. Vous avez un outil sur votre droite qui vous permet de poser des questions. N'hésitez pas à l'utiliser. On va répondre au fil de l'eau à vos questions, évidemment. Et puis, je vais vous proposer quelques sondages durant le webinaire. Je vous invite à y participer et je vous en reparlerai. Le support de prévention et le replay de ce webinaire table ronde seront disponibles d'ici le début de l'après-midi sur le site de GEST et progressivement sur les sites internet des services de santé au travail. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Plus de 13 millions de personnes fument quotidiennement. 57% des fumeurs actuels déclarent souhaiter arrêter de fumer. Le tabac, c'est la première cause de mortalité qui est évitable en France. Et en 2015, donc il n'y a pas si longtemps que ça, plus d'1 décès sur 8 est attribuable au tabac qui cause 75 000 décès en France par an. En 2019, donc 24% des Français fumaient quotidiennement, ce qui représente quand même une baisse de 4,5 points par rapport à 5 ans en arrière. En 2020, malgré les difficultés liées au Covid et au confinement, plus de 125 000 fumeurs se sont inscrits au mois sans tabac pour s'engager dans une démarche d'arrêt de tabac. Donc, mois sans tabac, c'est quoi? Mois sans tabac, on va rentrer dans le détail avec Céline un petit peu après. C'est un dispositif anglais mis en œuvre d'abord en Grande-Bretagne et chaque année depuis 2012, il est repris dans de nombreux pays. C'est un défi collectif national lancé aux fumeurs et à leur entourage et qui vise à inciter tous les fumeurs à faire une tentative d'arrêt de tabac sur une durée de 1 mois et tout le monde au même moment, au mois de novembre. Donc, à l'issue de ces 30 jours-là, qui sont les 30 jours les plus difficiles et période après laquelle les signes les plus désagréables de sevrage sont considérablement réduits, les chances d'arrêter de fumer de manière permanente sont 5 fois supérieures à ce qu'elles étaient en début de tentative.
Donc, tout ça pour dire qu'on va vous expliquer avec nos intervenants que finalement, s'engager dans une démarche d'arrêt de tabac, ben, c'est tout bénef pour l'entreprise et pour les salariés. Alors, au sommaire ce matin, on va aborder tout ça. Pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet aujourd'hui avec vous? Pourquoi on aborde ce sujet en entreprise? Pourquoi ce sujet en santé-travail? Céline nous expliquera le mois sans tabac dans les détails. On abordera les stratégies d'arrêt, les outils à dispo et les personnes ressources, et puis comment agir en entreprise pour mener des actions. Donc, on va commencer avec Frédéric Gallois-Auman. Pourquoi ce sujet aujourd'hui de mois sans tabac? Oui, donc bonjour à tous et puis merci Gaëlle pour ce plantage de décor qui nous montre bien qu'effectivement ce sujet du tabac, même si a priori on pourrait se dire la question me concerne en tant que consommateur, ça ne regarde pas le milieu de travail et pourtant on va essayer de vous donner quelques informations à ce niveau. Alors tout d'abord, ce graphique qu'on vous propose, qui est bien connu au niveau des consommations, c'est l'Observatoire français des drogues et toxicomanies qui le propose et on voit bien le trio de tête des produits, des substances, des produits psychoactifs consommés en France. Et vous voyez, même si le tabac et donc la nicotine n'est pas le premier en tête du trio du haut, en revanche, les usagers quotidiens, et Gaëlle l'a rappelé, on est à 14 millions d'usagers quotidiens, ce qui montre bien la puissance addictogène de la nicotine et les fumeurs le savent bien. Donc pourquoi ce sujet en entreprise? On va partir sur des dispositions réglementaires générales. Effectivement, la responsabilité de l'employeur, elle a trait à la notion de la santé physique et mentale de ses travailleurs. Et c'est vrai que dans ces textes-là du Code du travail, le décor est planté aussi, puisqu'on parle bien de prévenir alors à la fois les risques professionnels, mais aussi de prévoir des actions d'information et de formation auprès de ses salariés. Et dans ces actions d'information et de formation, certains sujets peuvent avoir attrait à la notion de santé et de santé publique également. Ensuite, on demande également à l'employeur de mettre en place une organisation et des moyens adaptés face peut-être aux risques identifiés et j'y reviendrai. Alors, ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que ça, donc, c'est le cadre réglementaire global. Les salariés y sont soumis aussi, on ne le dit pas assez souvent, mais bien sûr, tout salarié a aussi une obligation de veiller à sa propre santé et celle de ses collègues. Et il y a des dispositifs aussi et des dispositions réglementaires qui sont spécifiques à certains secteurs d'activité. C'est notamment le cas des travailleurs soumis aux agents CMR, donc les cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, et les travailleurs soumis au rayonnement. Il faut savoir que le Code du travail pose bien l'obligation de former et informer ses salariés sur les interactions et les risques additionnels liés au tabagisme et aux risques justement auxquels ils sont exposés dans le cadre de leur travail. Donc, on poursuit sur ce sujet en entreprise et le pourquoi. La cohorte Constance, qui est toute récente, donc vous avez vraiment des chiffres très actuels, montre bien que la consommation de tabac, elle varie selon les tranches d'âge et les catégories socio-professionnelles. On voit que la part des fumeurs, elle diminue quand même avec l'âge. En revanche, c'est l'intensité de la consommation qui va augmenter. Vous voyez que chez les hommes de plus de 50 ans, par exemple, il y en a 1 sur 3 qui va fumer plus de 20 cigarettes par jour, contre 13% pour ce même nombre de cigarettes chez les 18-35 ans. Toutes les catégories socio-professionnelles peuvent être concernées. En revanche, on voit quand même que les ouvriers et les employés vont être un petit peu plus représentés et concernés par cette consommation de tabac. Ce que la cohorte nous montre aussi, c'est de voir la répartition entre les hommes et les femmes. Et puis, on voit que finalement, on est assez proche. On est sur du 35% de consommateurs chez les hommes et 30% chez les femmes, ce qui n'est pas sans incidence sur la notion de santé et de maintien en emploi. Et on y reviendra. Dernier chiffre aussi qui n'est pas présent sur ce graphique ou cette infographie, mais les fumeurs, il faut savoir qu'ils ont un risque de perte d'emploi à 1 an, donc dans l'année, qui est au moins multiplié par 1,5 par rapport à des non-fumeurs, et cela y compris s'ils consomment moins de 10 cigarettes par jour. Donc on voit quand même que la notion de prévention peut aussi être intéressante au-delà de la sécurité.
Donc, on revient sur le milieu de l'entreprise et le pourquoi. Ce qui me paraît intéressant, et là, ça va être aussi la psychologue du travail que je suis qui va vous sensibiliser à cette notion, c'est qu'on voit clairement dans les risques professionnels des vrais liens en fait avec des consommations. Alors aujourd'hui, on va vous parler de tabac, mais on le voit pour d'autres produits psychoactifs déjà cités. Il est démontré que plus d'un tiers des fumeurs réguliers, donc nos fumeurs quotidiens, vont augmenter en fait leur consommation du fait de problèmes liés à leur travail ou dans leur situation professionnelle. Donc, augmentation des consommations en lien avec des problématiques de travail. Autre chose, on le sait, il y a des organisations du travail, il y a des conditions de travail qui sont plus favorables ou favorisantes à la consommation de tabac. Et c'est notamment le cas des salariés qui sont confrontés à des brimades, des tensions, mais aussi la notion d'horaire dit atypique ou irrégulier. On sait aussi que la pénibilité physique peut jouer dans cette évaluation. Donc, tout intérêt à analyser à la fois la notion de risque professionnel et aussi peut-être les consommations qui y sont associées. Et pour, encore une fois, insister un petit peu plus sur cette notion de lien conditions de travail et là, pour le coup, risques psychosociaux, il est démontré que les métiers en relation avec le public, donc tous ces métiers, que ce soit du soin, du commerce, de l'aide à la personne très très large, on sait que ces métiers-là ont un risque aggravé de conduite addictive, ça crée un risque psychosocial qui va engendrer ce qu'on appelle les exigences émotionnelles importantes, donc afficher des émotions différentes, prendre sur soi, manifester de l'empathie, être à l'écoute. Donc tous ces métiers-là, l'exposition à ces risques psychosociaux va augmenter la consommation de tabac et notamment, vous voyez, chez les hommes comme chez les femmes, pour des secteurs donnés, notamment au niveau de la santé et de l'éducation. Donc là encore, lien, pratique addictive, en l'occurrence tabagisme, et risque professionnel, risque psychosocial. Donc, merci Frédéric. Du coup, on voit bien que santé publique et santé travail, vous l'avez dit là, sont intimement liés. Tout à fait, voilà. J'allais effectivement enchaîner sur cette thématique puisque, on le sait, les fumeurs sont aussi des actifs et ils travaillent. Donc, en effet, ce lien entre vie personnelle et vie professionnelle peut se faire dans un contexte, bien sûr, bien donné qu'on vient de décrire ensemble. Et c'est pourquoi on vous propose ce triptyque avec le travail au cœur, puisque on voit bien que les enjeux sont triples. Il y a un enjeu de santé et le médecin du travail présent ce matin va vous le détailler bien sûr plus dans le détail. Il y a la notion de sécurité dont j'ai parlé un petit peu, mais qu'on déploiera et qu'on développera un peu plus loin aussi, et une notion juridique qui peut aussi rentrer en ligne de compte en lien avec le Code du travail. Il y a autre chose que j'aimerais souligner aussi à cette occasion, c'est que l'entreprise, et on l'a bien vécu là dans ces périodes de confinement, de crise sanitaire, on sait que le lieu de travail, l'entreprise, joue un vrai rôle social pour la promotion de la santé de ses salariés. Et effectivement, il y a tout intérêt à s'en saisir pour améliorer aussi les conditions de travail au sens large. Alors, merci Frédéric. Donc, on a compris pourquoi aborder le sujet du tabac était important en entreprise et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce sujet est-il abordé en santé au travail? Bonjour Gaël, bonjour à tous. Merci d'avoir posé le décor et l'interaction nécessaire et évidente entre santé publique, santé au travail et rôle de l'entreprise. Alors, que vient faire le service de santé au travail dans le cadre de l'aide à l'arrêt du tabac? Alors, dans les rôles dévolus au service de santé au travail, il y en a un certain nombre qui viennent entrer en résonance évidente avec l'aide à l'arrêt au tabac. D'abord, d'un point de vue collectif, le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise dans la gestion des risques de santé.
On l'a rappelé, le tabac est un cofacteur de nombreuses pathologies pulmonaires, principalement liées à l'exposition, surtout à diverses fibres et poussières. Et dans ce cadre-là, la prévention de ces risques-là passe aussi par une information et une éventuelle aide à l'arrêt des travailleurs qui viendraient s'inscrire dans une démarche d'arrêt du tabac. D'autre part, nommément dans les missions réglementairement nommées de prévention, il est également noté dans la réglementation la prévention de la consommation des produits addictifs, dont le tabac sur le lieu du travail. Donc ça fait partie des rôles au niveau de la prévention collective. Ensuite, au niveau individuel, avec la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, au niveau individuel, les professionnels de santé au travail, médecins ou principalement infirmiers, peuvent, lors des entretiens qu'ils ont avec les salariés, repérer et apporter une première écoute, une première aide dans le cadre d'une demande de démarche de sevrage. Dans ce cadre-là, évidemment, il y a utilisation d'un certain nombre d'outils de questionnaires et les professionnels de santé doivent être en capacité de pouvoir à ce moment-là d'abord accueillir, puis orienter les salariés vers des démarches, vers des centres de soins ou vers d'autres professionnels pour qu'ils puissent aller plus loin dans cette démarche d'aide d'arrêt du tabac. Donc, comme vous l'aurez compris, à la fois au niveau collectif et au niveau individuel, les services de santé au travail ont un rôle à jouer évident dans l'accompagnement à l'aide à l'arrêt au tabac. Alors pourquoi ce sujet maintenant? Alors pourquoi maintenant? Alors déjà, alors le tabagisme et l'aide à l'arrêt au tabac est un sujet majeur, prioritaire, évident de santé publique depuis fort longtemps. Il l'est évidemment toujours aujourd'hui, mais pour rajouter un élément contextuel, 2021 est la première année, on va dire, post-Covid, enfin post-début du Covid, et de façon tout à fait consensuelle et tout à fait admise, les indicateurs de santé mentale se dégradent en 2021. Ils se dégradent de façon générale, ils se dégradent également dans le monde de l'entreprise. Et comme nous l'a bien expliqué Frédéric, le tabagisme est peut-être un indicateur en termes de RPS et peut-être également un levier d'action. Donc, il est de plus en plus important de se préoccuper de l'arrêt du tabac, surtout dans cette période un petit peu trouble d'un point de vue de la santé mentale. Et donc, c'est un élément contextuel supplémentaire pour inciter tous les acteurs à faire quelque chose dans l'aide à l'arrêt au tabac. Merci Dr Bisweiss et merci Frédéric pour cette première partie. On va continuer avec Céline Stresser. Céline, vous êtes chargée de prévention d'information au CIRDD Alsace et vous allez nous présenter précisément le dispositif Moi sans tabac. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire et merci à Geste de nous proposer ce temps consacré au tabac, à la prévention du tabagisme et plus particulièrement au mois sans tabac. Alors Gaëlle vous a présenté un petit peu le contexte du mois sans tabac. Effectivement, c'est un dispositif qui est inspiré des Britanniques et qui est reconduit chaque année. La reconduction vient aussi du fait que les Britanniques ont démontré l'efficacité de ce programme sur l'augmentation d'environ 50% des tentatives d'arrêt du tabac, par exemple. Moi sans tabac, en France, on a aussi des chiffres qui montrent cette réussite du contexte. Et par exemple, pour le Grand Est, nous sommes passés depuis le déploiement du MOST en 2016 de la première région la plus fumeuse à la 4e position en 2019. Donc ça prouve bien que s'intégrer, déployer le mois sans tabac est une mesure efficace dans la diminution de la consommation de tabac auprès des publics qui sont des publics fumeurs. La région Grand Est est très impliquée dans Moi sans tabac et ce, malgré
le contexte sanitaire évoqué par le médecin. Nous avons réussi l'année dernière à nous adapter et notamment à fonctionner à distance et à maintenir une forte mobilisation. 140 actions ont été menées l'année dernière dans ce contexte assez particulier de Covid. L'efficacité aussi de ce mois sans tabac vient du fait de l'approche étape par étape. On ne fait pas le grand saut de l'arrêt, mais on y va marche par marche. Et notamment, ce qui est préconisé, c'est de prendre le mois d'octobre pour se préparer, se motiver au mois sans tabac, et le mois de novembre pour se lancer dans le mois sans tabac. Il paraît important de mettre en avant auprès des fumeurs le côté facilitateur du mois sans tabac. Au cours de ce mois sans tabac, les fumeurs bénéficient de soutien dédié, d'encouragement indispensable au maintien de leur motivation, et tout ça sera développé ultérieurement. Alors, comment se déploie ce mois sans tabac ? Alors, à l'initiative, c'est Santé publique France qui mène le MOST et qui pose le cadre au niveau national. Santé publique France s'appuie aussi sur l'assurance maladie qui dispose de fonds et qui peut accorder des subventions FNPES, donc le Fonds national de prévention et d'éducation et d'information sanitaire. Et si le projet déposé est retenu, les porteurs du projet peuvent bénéficier d'une source de financement complémentaire. En local, c'est l'Agence régionale de santé, donc l'ARS, qui pilote. Elle va orienter par rapport aux besoins de la région et fixer des publics prioritaires, ce qui est déjà le cas au niveau national, mais en fonction, elle peut accentuer vers des publics prioritaires, par exemple les publics précaires ou les jeunes, etc. L'ARS, quant à elle, s'appuie sur l'ambassadeur Mois sans tabac, qui cette année est porté, enfin depuis plusieurs années maintenant, est porté par l'association Addiction France, ex-ANPA si vous connaissiez ce sigle, et des référents territoriaux. Cette équipe va promouvoir le mois sans tabac auprès des acteurs locaux, va recenser les actions réalisées, les valoriser par une plateforme qui s'appelle Oscar Santé. Oscar Santé, on sera amené à en reparler, mais sachez et ayez bien conscience qu'il est dommage de ne pas valoriser ces actions et d'alimenter cette base Oscar, parce que ça démontre l'implication de notre région et l'implication des acteurs, qui est super important dans le cadre de cette campagne médiatique. Leur MOST, c'est aussi un rendez-vous calendaire qui est rythmé. C'est un dispositif complet avec des outils efficaces pour aider les fumeurs à démarrer une vie sans tabac. MOST va s'intégrer dans le rouage, dans la dynamique de la politique globale de prévention et de lutte contre le tabagisme. Ce ne sont pas des actions ponctuelles sur un mois. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans un dispositif global. MOST va permettre de lancer un projet, par exemple, peut aussi donner un coup d'accélérateur à un projet autour du tabac, ou encore de clore une action mise en place dans des structures autour de ce tabac. Alors, détaillons un peu les étapes calendaires qui jalonnent cette préparation d'action. Alors, le mois de septembre est plutôt dédié aux professionnels. Des réunions d'information vont être proposées à ces professionnels. Ces réunions sont des relais de la campagne nationale, des temps d'information sur le déploiement d'actions cohérentes et adaptées. Puis vient le temps de l'annonce du retour de la campagne. Et c'est à ce moment-là que les acteurs peuvent déployer des actions pour recruter les participants. Par exemple, dans une entreprise, ça va être le moment de faire des questionnaires pour voir si des personnes sont intéressées, dans quel état d'esprit ils sont, etc. Donc, pour recruter un peu des futurs participants. Pour les professionnels, des réunions de sensibilisation sont organisées. Ce sont des mini-formations au cours desquelles des éléments pour avancer dans le projet Mois sans tabac sont développés. Des temps théoriques sur la méthodologie de projet,
comment construire un projet, une action de prévention MOST. Ça, c'est une partie des modules. Une autre partie des modules sont variables en fonction des années. Par exemple, cette année a été déployé un temps autour de l'entretien motivationnel. Donc, des éléments permettant d'être plus aguerri à cette technique qu'est l'entretien motivationnel. On arrive ensuite au mois de novembre. Ce temps est donc, durant lequel les participants vont déployer, les participants vont s'inscrire dans Moi sans tabac et vont relever ce défi d'arrêt du tabac. Il va y avoir des actions d'accompagnement à l'arrêt du tabac, des séances d'aide qui vont leur être proposées. Pour les professionnels, l'accent va être mis sur des moments privilégiés. Je n'ai pas tout à fait terminé. Sur des moments privilégiés. Cette année a été reconduit un cycle de webinaires. Ce sont des temps d'information, des rendez-vous hebdomadaires qui ont été proposés, des temps hebdomadaires à distance, au cours desquels différentes thématiques sont abordées. Par exemple, la notion de base en tabacologie, les substituts nicotiniques, les aides à l'arrêt et d'autres méthodes. Et enfin, le dernier sera consacré à Oscar, pour les personnes qui souhaitent plus d'informations pour remplir ces fiches qui servent d'évaluation de ces actions. Merci. Merci Céline pour cette présentation du mois sans tabac, du dispositif. On va continuer avec les stratégies d'arrêt. Et avec Dr Bisweiss, quel est le meilleur moment, à quel moment faut-il se lancer dans une démarche d'arrêt de tabac? Alors, quel est le meilleur moment? Question vaste. J'aurais tendance à dire que c'est très dépendant des gens. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans la vie d'un fumeur, dans sa relation avec le tabac, il y a des phases. Il y a certaines phases, c'est bien modélisé sur le schéma qui vous est projeté là. Il y a certaines phases au départ pendant lesquelles il n'y a absolument pas de méfaits perçus et c'est le stade du fumeur heureux. À ce stade-là, l'arrêt du tabac n'est absolument pas envisagé, formalisé et viendra dans un deuxième temps des éléments un petit peu plus ambivalents au niveau de son mental qui lui feront considérer un petit peu un début d'intention et à ce moment-là, on peut aller vers une démarche d'arrêt. Dans la plupart des cas, un premier passage à l'acte, une première tentative d'arrêt peut se solder par une sortie définitive de la dépendance ou éventuellement par une petite rechute. Alors, il y a lieu évidemment de dédramatiser la rechute. Dans l'immense majorité des cas, le cycle de l'arrêt du tabac passe par quelques rechutes, quelques tentatives avant d'arriver définitivement à sortir de la dépendance. Donc, tout ceci répond à des logiques cycliques qu'il faut savoir repérer pour proposer le meilleur accompagnement au moment opportun. Dans tous les cas, pour répondre à votre question, le bon moment, c'est celui où le salarié est prêt, sent que dans son histoire, à ce moment-là, c'est important d'essayer quelque chose, de faire une tentative. Et c'est à ce moment-là qu'il faut arriver à lui donner les outils pour le guider et pour l'aider à aller un petit peu plus loin dans cette démarche. Merci pour votre réponse, docteur. On va continuer sur les stratégies d'arrêt. Comment on s'y prend pour arrêter de fumer? Alors là aussi, on est sur quelque chose de très individuel. Il n'y a pas une façon d'arrêter de fumer et il n'y a pas un seul outil. Il y a de multiples façons, il y a de multiples outils. Dans tous les cas, quand même, pour essayer un petit peu de synthétiser, à mon sens, il y a une phase de préparation, de réflexion qui est quand même nécessaire
pour anticiper éventuellement quelques problèmes auxquels on pourrait être confronté, des situations problèmes, des symptômes de sevrage, des changements d'habitude. Bon, à mon sens, ça demande un petit peu de préparation, un petit peu de réflexion quand même. Alors, ça peut se faire avec un professionnel de santé, ça peut se faire en consultant des sites, ça peut se faire en parlant avec des gens qui ont déjà cette expérience, mais je pense qu'il est utile de préparer un petit peu la démarche. Ensuite, cette démarche peut se faire seule. Il est à noter qu'une bonne partie, voire la majorité des gens qui arrêtent de fumer le font tout seuls, en tout cas sans avoir un accompagnement médical bien formalisé. Et donc, c'est aussi une façon de faire. Dans un certain nombre de cas, toutefois, les salariés, les fumeurs ont besoin d'avoir un accompagnement médical ou médico-social qui va les aider à aller un petit peu plus loin dans la démarche. Pour parler des traitements, beaucoup de traitements de substituts nicotiniques sont prescrits. Ils sont très souvent utiles, en tout cas les premières semaines, pour amoindrir les symptômes de sevrage qui peuvent venir être un frein dans la démarche. Donc, très souvent, il est utile de prescrire des substituts nicotiniques, mais pas toujours. Il y a d'autres traitements médicamenteux qui ne sont plus tellement utilisés, mais là on entre dans quelque chose qui relève vraiment de la démarche spécialisée, mais dans un certain nombre de cas également, il y a d'autres traitements d'accompagnement qui peuvent être prescrits, en tout cas les premières semaines. On peut également parler de la vapoteuse, hein, qui peut être utilisée comme un outil pour progresser dans la démarche d'arrêt du tabac. Enfin, en tout cas, pour reprendre un petit peu l'idée de départ, il n'y a pas une seule façon. On est dans quelque chose de très individuel au niveau de la démarche, avec des accompagnants qui peuvent être divers et multiples. Et en tout cas, à mon sens, il est important de pouvoir proposer beaucoup de choses aux fumeurs pour que chacun puisse trouver un petit peu, selon sa personnalité, selon son mode de raisonnement, ce qui va lui permettre d'aller un petit peu plus loin, de franchir le premier mois, les 2 premiers mois qui sont les plus pénibles physiquement, et d'arriver après à changer définitivement ses habitudes pour se mettre dans la vie du non-fumeur. Merci. On va continuer avec les outils qui sont mis à disposition dans le cadre du mois sans tabac. Céline, on va continuer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous détailler tous ces outils qui sont à disposition des personnes qui s'engagent dans une démarche d'arrêt de tabac? Merci. Des outils sont disponibles effectivement pour les fumeurs. Sont accessibles directement par eux. C'est Tabac Info Service qui propose différents types de supports pour aider les fumeurs. On détaillera d'autres types d'outils plus tard, mais là, pour le coup, c'est vraiment ce qui peut être facilitateur directement en individuel pour le fumeur. Il y a notamment un service d'écoute téléphonique, un numéro, le 3989. Le fumeur pourra avoir en ligne des écoutants qui répondront à ses questions. Des tabacologues pourront aussi proposer des suivis personnalisés tout au long de l'arrêt. Alors, c'est un numéro qui existe tout au long de l'année, mais là, il y a un accent qui est mis au cours du mois sans tabac. Cette ligne est ouverte de 8h à 20h du lundi au samedi. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour répondre aux premières questions de ce fumeur. Une application, Tabac Info Service, a également été développée. Elle est téléchargeable gratuitement et propose un soutien personnalisé et disponible 24 heures sur 24. Elle offre cette possibilité de choisir sa méthode d'arrêt et de bénéficier de conseils pour tenir bon. Après, des groupes d'entraide ont aussi été développés et émergent notamment via Facebook. Alors oui, via Facebook. En Grand Est, par exemple, il y a le groupe Facebook des habitants du Grand Est qui compte plus de 1400 membres. Sur ces groupes, les fumeurs trouvent des soutiens, des conseils et de la bienveillance. Ils sont des fumeurs et des non-fumeurs qui encouragent l'arrêt, la réduction du tabac. Les fumeurs et les non-fumeurs partagent leurs expériences, leurs bons plans, les astuces pour réussir l'arrêt du tabac.
Ce sont des groupes fermés pour que les participants, il y ait cette bienveillance et qu'il n'y ait pas d'intrusion malveillante ou des personnes qui voudraient vendre des choses en tout genre. Donc, ce sont des groupes fermés. Après, il existe aussi le site internet Tabac Info Service, où des informations, des conseils sur l'arrêt, des tests pour bien se préparer, augmenter les chances de réussite. Voilà, autant d'éléments que l'on peut retrouver sur ces sites internet, sur ce site internet notamment. Merci Cécile, on voit là qu'il existe de nombreux outils à disposition. Ils sont à disposition toute l'année, ces outils-là? Alors oui, ce sont des choses qui existent toute l'année, mais l'accent est vraiment mis sur ces outils au cours du mois sans tabac. Et après, un fumeur qui voudrait s'engager dans une démarche à un autre moment de l'année, c'est tout à fait disponible, oui, également. Entendu. Merci Céline. On va continuer sur les personnes ressources qui peuvent être sollicitées par les fumeurs qui ont envie de vivre une vie sans tabac. J'aime bien cette expression-là. Alors, sur qui on peut s'appuyer, docteur Bisweiss? Et donc, comme nous l'avons dit déjà, de multiples personnes peuvent venir aider un petit peu les fumeurs dans la démarche d'aller vers la vie sans tabac. Le médecin traitant est évidemment un interlocuteur facile d'accès, très présent. Certains sont très sensibilisés à la thématique ou formés à l'addiction, pas forcément. Enfin bon, voilà, c'est toujours un intervenant utile en premier abord. Après, dans un deuxième temps, il y a un certain nombre de tabacologues qui consultent principalement dans les SAPA, les centres d'aide, je ne sais plus, je veux dire l'acronyme, pardon. Il y en a un certain nombre, on parlera des annuaires sur lesquels trouver ces centres de consultation un petit peu plus loin. À signaler que l'accès dans ces centres est toujours gratuit, donc il n'y a pas de problème de prise en charge. Donc voilà pour les consultations spécialisées. Le médecin du travail a également, à mon sens, un rôle. On dit médecin du travail, mais également les autres professionnels de santé, donc les infirmières de santé au travail, comme on l'expliquait avant. Il faut savoir que les pharmaciens sont également sensibilisés, parfois formés à donner des premiers conseils, également dans le cadre de la délivrance de substituts nicotiniques. Donc voilà un grand nombre d'intervenants qui peuvent donner aux gens des clés, des outils d'aide dans cette démarche. Je rebondis également, on a cité les sites internet, il y en a un certain nombre, certains sont remarquablement bien faits et permettent à la fois dans la phase de préparation, de bien se renseigner, de bien se documenter, de bien préparer la démarche d'arrêt. Et après, dans un deuxième temps, dans l'accompagnement, on trouve très souvent des conseils au fur et à mesure, au fil de l'eau, un petit peu de bienveillance, et tout ça est également tout à fait utile. Donc, énormément de choses qui existent quand même, et énormément d'outils dans lesquels chacun doit pouvoir trouver un petit peu ce qui va lui permettre d'aller vers la vie sans tabac. Et les ressources et les outils sont nombreux, on s'en rend vraiment compte au moment de votre présentation. Suffit-il encore de les connaître et puis de savoir où les trouver, de les identifier? On va y revenir un petit peu après. Merci. Alors, justement, on y revient tout de suite même. Belle transition, Gaëlle. On y revient tout de suite, notamment avec un annuaire et une cartographie pour trouver les ressources. Céline. En effet, sur le site de Moi sans tabac Grand Est, il est possible d'accéder en téléchargement à un annuaire des professionnels qui viennent d'être évoqués par le médecin en tabacologie. Cet annuaire a été actualisé en 2021. Il va présenter les ressources spécifiques par département pour aider les fumeurs dans leur démarche d'arrêt ou de réduction de leur consommation de tabac. Cet annuaire va donc permettre d'identifier les structures ressources et ils sont listés les professionnels, les lieux de consultation vers lesquels aussi on peut orienter en tant que professionnel les fumeurs qui le souhaitent.
Alors, il peut s'agir, comme le disait le médecin, de services d'addictologie hospitalier, de XAPA, les XAPA, centres de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie, à l'hôpital ou associatif, des consultations jeunes consommateurs pour les plus jeunes. Voilà, tous ces professionnels qui sont dans le champ de la prise en charge des fumeurs. Alors, pour repérer un peu différemment cette offre de prise en charge, il existe également la version cartographie. Donc ça, on peut se repérer sur une carte pour trouver cette offre de prise en charge, ou alors télécharger ce guide à partir du site Moi Sans Tabac, Grand Est. Merci Céline. Alors, sont présents maintenant même quelques professionnels de santé, notamment quelques professionnels de santé au travail. Donc, n'hésitez pas à consulter cet annuaire ou cette cartographie pour orienter les salariés que vous rencontriez qui seraient prêts à s'engager dans une démarche d'arrêt tabac. Merci Céline. On va continuer. Alors, on a bien compris, on a compris le mois sans tabac. D'abord, on a compris pourquoi on s'inquiète du sujet maintenant, en entreprise. Maintenant, en entreprise et en santé-travail, on a mieux compris quel était donc ce dispositif de mois sans tabac, ses objectifs et sa cible. On a compris les stratégies d'arrêt qui sont nombreuses et très individuelles finalement. Et maintenant, OK, donc vous êtes chef d'entreprise, vous êtes responsable des ressources humaines, vous êtes en charge de la santé et de la sécurité dans votre entreprise et vous voulez agir en entreprise, peut-être même participer à une action d'arrêt de tabac dans votre entreprise pour la mener, pour la déployer. Donc la question se pose maintenant de savoir comment on fait, de manière pratico-pratique. Alors avant de se lancer dans cette réponse-là, je vais vous proposer un petit sondage. Donc, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Dans l'onglet sondage sur la droite, donc vous avez un endroit pour poser vos questions sur la droite et vous devez avoir un petit onglet sondage. Et je pense que vous devez voir le sondage qui s'appelle « Avez-vous déjà déployé une action d'arrêt de tabac dans votre entreprise ?» Si ce n'est pas le cas, vous voulez bien juste me le dire dans l'onglet questions, parce que là, maintenant que j'ai un doute. Et vous avez une autre question qui vous demande si vous avez l'intention en 2022 de vous lancer dans une action. Vous nous avez posé la question, quelqu'un nous a dit oui, enfin maintenant c'est un peu trop tard pour 2021. C'est pas grave. Alors d'abord, il n'est jamais trop tard. Et vous me dites, vous les professionnels de santé qui sont en webinaire, il n'est jamais trop tard pour s'engager dans une démarche en entreprise, dans une démarche individuelle et dans une démarche en entreprise. Et puis là, aujourd'hui, en novembre 2021, nous on pose les jalons pour l'année prochaine. Parce qu'en fait, ça prend un petit peu de temps de mettre tout ça en place et de l'intégrer dans une démarche plus globale, on l'a entendu, une démarche plus globale de prévention. Alors, est-ce que vous voulez bien juste me dire si vous voyez les deux sondages s'afficher, s'il vous plaît, si vous pouvez utiliser l'onglet questions pour juste pour me dire. Je vois des petits pouces se lever, alors j'ai l'impression que c'est bon. Oui, je me permets de prendre la parole, c'est bon. Ah voilà, super, en tout cas, nous, on le voit. Super, merci. Et puis, en fonction des résultats de ce sondage, on va préciser avec vous comment on peut agir en entreprise avec Céline et avec Frédéric. Je vous laisse encore quelques instants pour répondre. OK, donc, il y a une tendance qui se dessine. Donc, majoritairement, vous n'avez pas encore déployé d'action. Et puis, vous ne savez pas trop comment vous positionner pour l'année prochaine. Ça donne un petit peu les tendances. OK, continuez de répondre si vous voulez bien, et puis on va continuer notre déroulé d'intervention. Donc Frédéric, comment est-ce qu'on peut agir concrètement avec qui? D'abord, avec qui? Voilà, donc je vais vous partager effectivement l'expérience du service de santé au travail Sud-Alsace. Je le précise puisque le partenariat notamment que je cite avec la Ligue contre le cancer et le CIRDD est vraiment propre à notre département. Donc je ne peux pas
prédire si ces dispositifs sont de manière égale déployables dans les autres départements peut-être représentés dans les participants. Donc, chez nous, en tout cas, à la Santé au Travail Sud-Alsace, nous sommes intégrés en fait dans le mois sans tabac depuis 2018, ce qui nous a permis depuis effectivement plusieurs années de mener des ateliers et des accompagnements dans nos centres médicaux. Et on a touché plus de 500 salariés à ce jour sur effectivement des messages de promotion de l'arrêt du tabac, mais aussi de l'accompagnement aux personnes qui seraient dans un souhait de vie sans tabac, pour reprendre l'expression de la matinée. Les médecins, les infirmiers et nos assistantes sont pleinement engagés dans ce travail-là. Au niveau du partenariat que je cite avec effectivement les personnes intervenant ce matin, on a eu notamment accès à des tests CO, des testeurs CO. Céline était présente pour certains ateliers dans nos centres médicaux. Et effectivement, nous avons aussi, pour plusieurs professionnels de santé, été formés au repérage précoce et l'intervention brève, qui est un outil justement intéressant. Je voyais passer des questions dans la visite médicale. Le RPIB pose la question notamment sur le tabac, donc ça peut vous apporter un outil supplémentaire dans vos visites. Alors, en 2021, pour effectivement revenir sur de l'actualité. Donc, nous, on a démarré dans nos centres médicaux mi-octobre, et jusqu'à la fin novembre. Donc, on mène des actions dans tous nos centres. Et on s'est adapté au contexte sanitaire, donc on ne fait plus d'ateliers cette année. En revanche, toutes nos équipes sont j'allais dire, décorées du badge Moi sans tabac, pour vraiment marquer le coup visuellement. Et puis nos salles, en fait, ont vraiment été mises aux couleurs du Moi sans tabac. Donc actuellement, dans nos centres médicaux, vous ne trouverez pas forcément de documentation sur autre chose que le tabac, puisque on a vraiment envie de promouvoir cet événement. Il y a également notre documentaliste qui a fait des vidéos spécifiques pour l'occasion. Donc vous avez tout un environnement autour de cet événement. Et ce qui se passe, c'est que lors des visites médicales, donc en présence de fumeurs, évidemment, mes collègues infirmiers et médecins vont effectivement aborder la question de la consommation du tabac, évaluer peut-être aussi quelle est-elle en termes de fréquence, de moment, essayer de comprendre les habitudes de tabac et sensibiliser aussi bien sûr, au risque pour la santé, mais aussi peut-être au contexte professionnel qui favorise ou majore la consommation à un moment ou à un autre. On travaille aussi sur la motivation, sur des entretiens motivationnels. Et bien sûr, on distribue de la documentation, les kits. Il faut savoir qu'à ce jour, mes collègues m'informaient d'une distribution en moyenne par intervenant d'une vingtaine à une trentaine de kits à ce jour, donc par intervenant. Donc c'est un bon chiffre et on voit qu'effectivement la démarche prend. Mes collègues disaient que les gens sont vraiment très désireux de se faire accompagner, de se faire aussi former, peut-être être informés, connaître, comprendre les risques. Donc il y a une vraie adhésion en fait de nos salariés vus en visite actuellement. Merci Frédéric et bravo pour cet engagement du STSA sur ce mois sans tabac. Bravo. On continue avec Céline. Quels sont les outils à disposition des entreprises désireuses de monter une action de démarche d'arrêt de tabac? Oui, alors bien, comme je vous l'évoquais, il y a l'ambassadeur Moi sans tabac, les référents Moi sans tabac, donc cette équipe qui peut vous accompagner. Mais à côté de ça, ont été aussi rédigés des supports qui sont en ligne sur toujours le site Moi sans tabac Grand Est, qui sont en ligne et téléchargeables. Alors vous avez d'un côté le guide national pour les acteurs, les partenaires. Donc le tabac, c'est l'affaire de tous, chacun a son rôle à jouer lors du MOST. Alors ce guide va reprendre le concept de la campagne Moi sans tabac, va donner des indications calendaires, va préciser comment s'engager en tant qu'acteur ou partenaire Moi sans tabac. Alors, les acteurs Moi sans tabac sont relais de la campagne. Les partenaires signent une charte et bénéficient de ressources privilégiées. Ils peuvent personnaliser certaines ressources, certains documents de cette opération.
On sera amené à en reparler des différents supports qui peuvent être mis à disposition des acteurs ou des partenaires. Le guide va proposer des idées d'action pour le déploiement, des actions de terrain, par exemple de l'affichage, des stands d'information, mais aussi des actions dématérialisées, comme les newsletters, les activités sur les réseaux sociaux, par exemple. On y trouve aussi des idées d'actions collectives ou individuelles, d'accompagnement, de suivi, groupe de parole, groupe de soutien, challenge collectif, mise en place de permanences téléphoniques pour l'accompagnement, pour ne citer que ces exemples. Sa déclinaison locale est plus spécifiquement orientée vers la méthodologie de projet. Donc, ce guide va reprendre les grandes étapes d'un projet et les questions qui jalonnent ce guide vont être comme ça des points de repère pour les différentes étapes de cette mise en place de l'action. Par exemple, pour un état des lieux, on va se poser la question, qu'est-ce qui m'incite à vouloir mettre en place une action ? Quelle est la finalité principale de mon action pour définir l'objectif principal ? Qu'est-ce que je veux mesurer ? Et comment je veux mesurer l'impact de mon action va aider pour l'évaluation. Et plus concrètement pour l'action, se poser la question de qu'est-ce que je veux faire, quand, comment, où, avec qui, avec quels moyens. Pour la mise en place, je vais aussi être amené à me poser la question à quoi dois-je penser pour la mise en place de cette action ? Et bien sûr, pour l'évaluation, comment je valorise cette action. Et là, on est amené à reparler d'Oscar, qu'on a déjà évoqué. Cette base Oscar, elle peut du coup avoir 2 têtes. On peut la considérer comme une base à 2 têtes, avant la campagne, après la campagne. En aval, c'est donc un outil de valorisation, vous l'aurez compris, des actions menées, de mise en avant de l'engagement et d'évaluation de la campagne. Elle va donc donner de la visibilité à l'activité menée. Mais en amont de la campagne, en consultant ce module spécifique dédié au mois sans tabac, cette base de données va permettre de trouver des idées sur des actions qu'on peut mettre en place ou aussi à trouver peut-être des partenaires potentiels. Donc vraiment, se saisir d'Oscar est, je crois, très utile pour les différents acteurs de ce mois sans tabac. Merci Céline et bravo à Oscar de recenser toutes les actions qui peuvent donner aussi des idées, des idées d'action à mener en entreprise si des fois on manquait d'idées. On continue avec les outils. On en a parlé un petit peu quand Frédéric nous parlait des kits, notamment, qui sont distribués dans les centres médicaux du STSA. Et quels sont donc tous ces outils qui sont proposés dans le cadre du MOST ? Effectivement, de nombreux outils sont mis à disposition. Ce sont des outils gratuits. Mais c'est Santé publique France qui édite et qui va diffuser ces outils. Alors, ça ne veut pas dire que le reste de l'année, c'est inexistant, mais là, encore une fois, on met un point, un regard particulier. Il y a une réédition, une rediffusion de ces supports. Alors, il existe des affiches de promotion de mois sans tabac et d'incitation à la participation avec des messages tels que la meilleure façon d'arrêter de fumer, c'est de s'inscrire à MOST, prenez soin de vous comme si vous étiez votre propre patient. Voilà, il y a différents messages qui sont véhiculés avec ces affiches. Frédéric l'a évoqué, il y a un kit mois sans tabac, il a été un peu remanié pour cette année. Le livret est désormais en format portrait. Donc, dans ce livret, on va trouver une partie sur On se prépare, donc le programme sur 40 jours avec On se prépare et ensuite on relève le défi. Donc, tout au long des pages, il va y avoir des messages soutenants, des informations sur qu'est-ce qu'on va ressentir, quel jour, comment bien vivre tout ça, et quelques supports de divertissement, de jeu qui permettent de faire passer l'envie de fumer, des exercices de relaxation. Voilà, un support très, très aidant. Il y a toujours, depuis quelques années maintenant, une roue qui permet de calculer les économies réalisées lorsqu'on arrête de fumer. Donc, il y a cette roue, elle est comme ça. Vous avez le nombre de cigarettes qui sont fumées et au prix du tabac. Et du coup, ça permet comme ça, en fonction du nombre de cigarettes, d'imaginer, enfin de constater les économies qui sont réalisées. Ça peut être un levier important pour certaines personnes
d'autres un peu moins, mais pour certaines personnes. Alors, par chez nous, vu qu'on est assez frontalier, en tout cas sur les départements de la CEA, on est frontalier, donc parfois les personnes vont dire j'achète mon tabac en Allemagne, mais ça suscite aussi la discussion, qu'est-ce qui fait qu'on va vers des pays frontaliers pour diminuer le coût, etc. En tout cas, c'est un outil qui va servir au dialogue avec les fumeurs. Il a été enrichi avec 2 nouveaux flyers qui reprend pour l'un les outils d'accompagnement dont on a parlé, tabac info service, l'application, etc. Et pour l'autre, les consultations. Donc, il va promouvoir l'accompagnement et le dispositif de consultation d'arrêt au tabac. Alors, ce kit est aussi complété avec des flyers, des dépliants qu'on retrouve au cours de l'année. Et si on souhaite augmenter ou en tout cas compléter ces supports en téléchargement, d'autres supports sont disponibles, d'autres affiches sont disponibles, mais là il va falloir les imprimer et se charger pour ceux qu'on aimerait de les faire imprimer. Il y a des affiches, mais aussi des supports digitaux. Par exemple, des petites vidéos dont on peut saisir et faire passer lors d'une action. C'est tout à fait envisageable. Tout à l'heure, je vous évoquais le fait de devenir partenaire Moi Sans Tabac. Si on est partenaire, qu'on a signé cette charte avec l'ambassadeur, il est possible d'obtenir des fichiers natifs et de personnaliser ces supports de communication. Ça veut dire que pour une entreprise, par exemple, si on veut apposer son logo, si on veut valoriser aussi l'engagement de son entreprise dans le Moi Sans Tabac, on signe cette charte avec l'ambassadeur et on peut bénéficier de ces supports et on peut les modifier en fonction de l'entreprise dans laquelle on travaille. Alors, ces outils sont disponibles à la commande via un canal unique qui est partenaire Moi Sans Tabac, qui est partenaire Tabac Info Service, pardon. Donc, si on se connecte sur ce site, on crée un espace et on peut avoir accès à ces supports. Ils garantissent une livraison rapide. Après, plus tôt on se connecte, plus on a de chances, de probabilité d'obtenir les supports. Puisque après, il y a une quantité qui est déterminée et après, les quantités diminuent et peut-être on en a de moins en moins. Donc, il ne faut pas hésiter à se créer ce lien et à commander les supports pour qu'il y ait une livraison directement dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Merci Céline. On finit avec la liste des contacts par territoire. Alors, vous avez vu qu'il y avait un certain nombre de supports, des guides, etc. Mais parfois, il est aussi utile de parler avec des personnes. Et c'est pourquoi il y a toute une équipe donc de l'ambassadeur et les référents territoriaux qui sont à votre écoute et qui sont là pour vous conseiller, pour vous outiller, pour outiller les porteurs d'action. Donc, en fonction du département, des territoires sur lesquels vous êtes, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces référents territoriaux pour qu'ils vous accompagnent dans cette démarche de déploiement de la campagne Moi Sans Tabac. Il y a encore un petit support dont on n'a pas forcément parlé, mais qui peut aussi être très utile dans l'actualité du Moi Sans Tabac, c'est la newsletter Moi Sans Tabac Grand Est. Donc, c'est un outil phare qui paraît mensuellement et qui va amener les actualités du Moi Sans Tabac au fur et à mesure du déploiement de cette campagne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette newsletter pour l'actualité et à faire appel aux différents référents si vous en ressentez le besoin. Merci Céline. Et puis voilà, nous arrivons à la fin de la partie webinaire de cet événement. Et puis maintenant, on va rentrer dans la partie table ronde pour engager la discussion. Alors, je vais m'échapper du PowerPoint, ça fait du bien aussi. Et je vais demander à Julien Vaudeville de nous rejoindre et Catherine Heurt de nous rejoindre aussi sur scène. Super. Donc, je rappelle, Catherine Heurt, vous êtes de la Ligue contre le cancer, chargée de prévention à la Ligue contre le cancer. Merci de votre participation. Et Julien Vaudeville, vous êtes infirmier santé-travail à EPSAT Vosges.
Merci pour vos interventions les uns les autres. Alors, il y a eu quelques questions, évidemment, et on va y revenir. Mais à la suite du sondage qu'on a posé, de savoir est-ce que vous avez déjà participé à une action d'arrêt de tabac dans votre entreprise? Est-ce que vous avez déjà déployé une action d'arrêt de tabac dans votre entreprise? On sent bien que nos participants ce matin se questionnent parce qu'ils ne savent pas trop si en 2022, ils vont y aller ou pas. Donc, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux entreprises qui se questionnent encore un peu sur j'y vais pas, à quoi bon, quel bénéfice je peux en retirer? Finalement, qui est gagnant? Est-ce qu'il y a une relation gagnant-gagnant comme ça en entreprise à s'engager dans une telle démarche? Qui veut prendre la parole? Écoutez, pour reprendre un peu ces éléments-là, oui, vous dites bien relation gagnant-gagnant. Il me paraît évident que la vie sans tabac, on va faire breveter cette façon de parler. La vie sans tabac, c'est très très rapidement gagnant pour le fumeur qui arrête de fumer. D'ailleurs, pour faire un petit retour d'expérience, quand on suit des gens dans une démarche d'arrêt du tabac, souvent quand on les revoit au bout de quelques semaines, on leur demande alors ça va mieux, et c'est toujours ah bah ouais, c'est beaucoup mieux franchement. Enfin, il est rarissime. Il y a évidemment des cas où c'est un petit peu plus compliqué, mais dans l'immense majorité des cas, les bienfaits et les bénéfices sont vraiment allégués, mis en avant. Donc, c'est évidemment gagnant pour les gens qui arrêtent de fumer, et ça se perçoit très rapidement. C'est évidemment gagnant pour les collectifs de travail, parce que quand des gens se lancent dans une démarche comme ça, santé, arrêt du tabac en général, autour d'eux, ça crée une émulation positive intéressante. Et c'est évidemment gagnant pour l'entreprise, parce que d'une part, on a parlé du rôle social de l'entreprise, donc prendre part dans cette démarche-là, c'est toujours bien vécu. Et voilà, pour finir, on a parlé également de la nécessaire prévention des divers risques de santé dont le tabac est un cofacteur. Donc très clairement, c'est gagnant pour tout le monde, sauf pour l'industrie du tabac, mais tant pis pour eux. Frédéric, vous vouliez rajouter quelque chose? Je crois qu'on peut difficilement faire plus complet. Effectivement, en tant que psychologue du travail, je le constate réellement. L'essence même de Soi sans tabac, c'est vraiment finalement de s'encourager aussi et vraiment une dynamique collective autour d'une démarche d'arrêt qui n'est pas simple. Il faut quand même le rappeler. Je veux dire, quand on a dès le départ dit que la nicotine, c'est le produit le plus addictogène qu'on puisse rencontrer, et ben c'est vrai. Donc, c'est une vraie dépendance. Et de pouvoir travailler sur ce sujet qui effectivement peut être fédérateur aussi. Et je pense que quand j'interviens en entreprise, donc je n'interviens pas que sur le tabac, bien sûr, on parle de toutes les consommations et même les comportements, puisqu'il n'y a pas que des consommations. Mais quand j'ai des fumeurs dans la salle ou des anciens fumeurs, je peux vous dire que voilà, ça crée vraiment beaucoup de dialogue et puis beaucoup de bienveillance aussi entre les uns et les autres. Je crois que c'est important de le rappeler. C'est pas seulement une question de volonté, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, c'est un point à souligner aussi. Oui. Oui, merci de le rappeler parce qu'on aurait tendance à dire, écoute, voilà, c'est une question de volonté, tu as arrêté de manger du sucre, tu vas arrêter de fumer et ce sera tout aussi facile. Il n'en est rien. On a bien compris ce matin. Je voudrais qu'on revienne aussi sur le sujet de la vapoteuse. Alors, vous nous avez parlé, docteur Bisweiss, de la vapoteuse comme une alternative, comme un élément de la stratégie d'arrêt. La vapoteuse pose question, est-ce qu'on peut juste revenir une seconde là-dessus? Est-ce que la vapoteuse, c'est dangereux? Est-ce que la vapoteuse plus le tabac, c'est encore moins une moins bonne idée? Est-ce que c'est un outil d'aide à l'arrêt? Comment on considère la vapoteuse? Est-ce qu'on a du recul, suffisamment de recul aujourd'hui pour pouvoir en parler de manière scientifique? Alors, question pas évidente, merci de l'avoir posée. Évidemment, oui, la vapoteuse pose question très clairement. Dans, dans le milieu des tabacologues, globalement, on a quand même tendance à considérer que vapoter, c'est plutôt moins dangereux que fumer, puisqu'il y a un certain nombre de produits qu'on élimine en éliminant le tabac, les goudrons, enfin sans entrer dans les détails. Il y a un certain nombre de produits
de combustion, on élimine. Donc on a plutôt tendance à considérer que ce serait a priori moins dangereux. Alors après, évidemment, sur le long terme, peut-être qu'on va nuancer un petit peu. Il est probable, enfin, il est raisonnable de considérer que les divers produits qu'on met dans les vapoteuses sont probablement pas anodins. Mais aujourd'hui, on tente à dire que c'est probablement moins dangereux. Donc, dans la stratégie d'aller vers un moindre risque, c'est plutôt mieux de vapoter que de fumer. Et en tous les cas, si ça peut aider à aller vers l'abstinence complète du tabac et de la vapote, c'est comme ça doit être, à mon sens, envisagé. Il ne s'agit pas de dire on va remplacer le tabac par la vapoteuse, il s'agit très clairement de dire on va se servir de la vapoteuse de façon transitoire pour aller vers une abstinence totale. Ça doit bien être ça le but. Alors évidemment, dans certains cas, l'arrêt total va être plus compliqué, va prendre plus de temps. Mais moi je pense en tant que professionnel de santé, il ne faut pas non plus se mentir sur l'objectif. L'objectif, c'est pas de faire des fumeurs des vapoteurs. L'objectif, c'est de se servir de la vapoteuse pour arrêter complètement. Voilà comment moi je perçois les choses aujourd'hui. Il me semble que ce que je formule là est relativement consensuel dans le monde des tabacologues. Après, on pourra certainement trouver des voix un petit peu discordantes, mais je pense que ça traduit quand même à peu près l'état de la science à ce jour. Par contre, est-ce qu'on est bien d'accord qu'on ne rajoute pas le vapotage au tabac? Enfin, on ne cumule pas les deux. Non, À long terme, j'entends bien en période transitoire, oui. dans une démarche progressive d'arrêt, mais on ne va pas se mettre et à fumer et à vapoter en même temps. Non, ça n'aurait pas de sens dans une stratégie d'arrêt. Non, ça n'aurait pas de sens. Ok, merci pour cette précision-là. J'ai d'autres questions. J'aimerais juste qu'on revienne. Encore 2 sujets. Je vais vous le dire, comme ça vous saurez à quoi vous attendre. Le premier sujet va concerner les lieux d'accueil. J'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur les lieux d'accueil et les ressources disponibles pour les personnes qui veulent s'engager en arrêt de tabac. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, qui va concerner davantage les professionnels de santé et leur formation sur le sujet du tabac. Donc, on va commencer par les ressources. On a dit qu'il y avait plein de lieux d'accueil. J'ai entendu qu'ils étaient gratuits par ailleurs. Est-ce qu'on peut juste revenir une seconde sur ces lieux d'accueil, sur qui sont-ils, tous ces gens? Est-ce que je peux y aller comme ça? J'ai envie de fumer, je fume, j'ai envie de fumer. Est-ce que je peux y aller en toquant à la porte? Est-ce qu'il faut que je sois orientée par mon médecin traitant? Est-ce que par mon médecin du travail? Comment j'y vais dans ces lieux-là? Alors, comment j'y vais? Donc, on a parlé du médecin généraliste, donc c'est relativement facile. Pour les SAPA, ils sont dans la plupart des hôpitaux périphériques, des petits hôpitaux, il y a un SAPA. Et alors, on peut y aller de façon tout à fait libre. On n'a pas besoin d'être adressé par le médecin traitant. On peut y aller directement, simplement en appelant, en prenant rendez-vous. Bon, théoriquement, il n'y a pas de difficulté d'accès sur ces centres-là. Et comme vous l'avez rappelé utilement, ils sont gratuits. Donc, il n'y a pas de problème de prise en charge non plus. Il n'y a pas de reste à charge. Enfin, il n'y a pas de frein financier sur les prises en charge des addictions dans le système hospitalier tel qu'il est conçu aujourd'hui. Ok, merci. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, il existe aussi. Vous m'entendez? Oui, Julien a disparu. Julien est joueur. Viens, il part, viens, il part. Il a quelques soucis de connexion, on s'en excuse. Mais il doit exister d'autres lieux. On va attendre qu'il revienne. Est-ce que quelqu'un veut compléter l'information? Je peux compléter du coup en attendant peut-être que Julien arrive à se reconnecter. Donc nous au niveau voilà de la ligue, alors peut-être juste pour recontextualiser, chaque ligue a son comité par département. Donc je ne peux pas parler au nom des autres comités. Du coup faut se renseigner. J'imagine que sur le site de Tabac Info Service et puis aussi du
grand test sans tabac, c'est possible du coup de pouvoir repérer les comités qui proposent du coup des lieux aussi pour le sevrage tabagique. Donc nous, au niveau du 68, c'est vrai que la spécificité, elle est à la fois au niveau du coup des entreprises, on peut aussi intervenir au niveau de la prévention, donc faire plutôt de la sensibilisation auprès de vos employés en apportant des compléments donc sur voilà les lieux d'arrêt et les motivations, le bienfait, etc. Et nous, au niveau de la Ligue, vraiment au niveau uniquement du 68, on propose des entretiens d'arrêt. Donc, je recommande d'orienter, donc pour tous ceux qui participent et qui sont sur le territoire du 68, d'orienter chez nous les personnes vraiment qui sont peut-être en phase d'amorce d'une réflexion et qui auraient besoin voilà, de premiers conseils, d'accompagnement, et plutôt d'orienter. Donc, sur le site du CD68, il y a les lieux en fait qui proposent aussi des arrêts, des entretiens d'arrêt, les orienter là-bas quand il y a un besoin de substituts nicotiniques, parce que nous, on n'en prescrit pas. Je suis pas infirmière et mon homologue à Colmar non plus. Donc, et c'est souvent plus complet aussi. Donc, au niveau des hôpitaux, des XAPA, souvent, il y a une prise en charge aussi au niveau de l'hypnose, un psychologue, un assistant social. Donc, souvent, en fonction finalement peut-être à vous d'identifier en fonction du profil de la personne, de peut-être lui conseiller plutôt d'aller dans telle ou telle structure. Alors, voilà, en discutant tout simplement et puis en lui laissant du coup les différentes coordonnées. Et c'est à lui après de prendre rendez-vous de toute manière, quoi. Voilà. Merci Catherine pour cette précision. On va terminer ce webinaire table ronde par la question de la formation, de la sensibilisation des professionnels de santé au sujet de l'addiction sous son angle du tabac. On nous a notamment posé la question du RPIB. Comment est-ce qu'on se forme à ça? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole là-dessus? Je veux bien et compléteront ceux qui le souhaitent. C'est vrai que le RPIB, donc c'est l'outil de repérage précoce et d'intervention brève qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'il est recommandé également dans les consultations de santé au travail, puisqu'il permet vraiment de balayer les 3 types de consommation les plus répandus, tabac, alcool, cannabis, effectivement. L'intérêt de cet outil, c'est vraiment de s'intégrer dans la visite pour les professionnels de santé au travail qui sont peut-être là ce matin. On le sait, la visite, on aborde beaucoup de sujets. Donc, on n'a pas non plus le temps de passer des heures sur la thématique des consommations. Et ben justement, le repérage précoce, il va vite. Donc, c'est un repérage précoce. Et l'intervention brève, elle n'arrive qu'à un moment où la consommation serait à un niveau qui le requiert. Donc, c'est vraiment intéressant de le déployer. Moi, mes collègues infirmiers et médecins qui sont formés l'utilisent et vraiment, avec l'habitude, ça va bien. Donc, pour répondre à la formation, là, je dirais, il y a des organismes qui sont spécialisés sur le sujet. Vous avez aussi tout ce qui est les instituts, l'IREPS notamment, qui travaillent sur la promotion de la santé générale. Donc, ils proposent aussi des formations de ce thème-là. Je dirais, vos organismes de formation habituels, peut-être, pourront vous proposer ce genre de thématique. Et là où je vous propose aussi de vous renseigner, il y a un portail sur Internet qui s'appelle le portail Addiction Entreprise, qui est très intéressant, alors à la fois pour nos entreprises, mais aussi pour les professionnels de santé et de santé au travail. Et il y a un deuxième site que je vous conseille, alors on verra sous quelle forme peut-être on peut l'envoyer aux participants, mais c'est le site Intervenir Addiction. Et donc, sur ce site Intervenir Addiction, c'est un portail des acteurs de la santé. Vous avez un onglet dédié à la santé au travail et vous aurez des vidéos un peu formatrices que j'ai utilisées moi-même auprès de mes collègues pour les sensibiliser à l'utilisation du repérage précoce et intervention brève. Donc, ça peut donner déjà des premières pistes, mais rien ne vaudra bien sûr l'accompagnement de formateurs spécialisés si vous souhaitez aller plus loin. Mais je trouve que c'est une bonne entrée en matière et nous, on avait commencé comme ça et c'était vraiment efficient. Merci Frédéric. Une dernière question, promis, et après on arrête.
on peut juste rappeler quel type d'intervenant pourrait venir en entreprise pour sensibiliser à l'arrêt du tabac? Donc, des intervenants extérieurs, Oui. je crois qu'on les a, ils sont là, enfin, en partie en tout cas. Vos services de santé au travail, évidemment, c'est une thématique qu'on traite, on l'a rappelé avec l'émission, le médecin du travail l'a redit. Après, effectivement, nous, au niveau du Haut-Rhin, donc là, c'est vrai qu'on est quasiment haut-rhinois pour le coup en totalité, mais nous avons effectivement la Ligue, dont Catherine l'a dit. Des interventions se font par leur concours dans les entreprises également. Après, je pense qu'il y a des associations et des structures autres, privées peut-être, qui interviennent aussi. Mais je dirais les principaux acteurs sont là ce matin. Donc, du coup, je pense qu'on pourrait s'appuyer sur la présentation de Céline pour les contacts MOST par territoire et se rapprocher de cet interlocuteur-là qui peut lui-même ouvrir vers les interlocuteurs de proximité. Ok, je vous propose qu'on arrête là pour ce matin. Il est 11h15. Merci à tous de votre participation. Merci vraiment à la Ligue contre le cancer et au CIRDD. J'arriverai à le dire sans bafouiller. Merci au STSA, merci au CIST Centre-Alsace. Merci à l'EPSA de Vosges également. Merci à tous. Je laisse encore un petit peu en ligne les sondages qui nous permettent d'évaluer votre satisfaction à cette prestation de webinaire table ronde ce matin. Je vous rappelle que le support de présentation et le replay de ce webinaire seront disponibles très très vite sur le site internet de GEST. Je crois avoir tout dit. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine. Et puis, en novembre, on arrête ensemble. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.